secondes pour voir quelqu'un qui, dont la réputation ne dépasse pas les bandes de l'octroi. Bon, je m'excuse. Si, non, mais je peux parler plus fort. Bon, j'ai quelques problèmes de... Bon, vous allez avoir un vieillard pituteux plutôt qu'un fringant jeune homme. Mais ça, tenez, il y en a qui n'entendent pas, il y a des gens... Oui, il y a des sourds. Dur d'oreille. Donc, on m'a invité pour présenter effectivement l'Opéra Obscura. Avant de parler vraiment du livre, je voudrais quand même vous montrer d'où procède ce désir de mettre ces images ici. Donc je fais de la sérigraphie depuis plus de 40 ans, depuis mai 68 en fait, et j'ai surtout fait des choses très colorées. Donc vous allez voir là, pour la première fois dans mon travail, quelque chose qui est en noir et blanc, enfin en gris et noir. Mais depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis 1995, j'ai fait beaucoup, enfin je travaille par série. Tous les ans, je fais une série d'estampes comme celle-là. Donc depuis 1995, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est dû à l'âge qui s'accumulait. J'ai beaucoup travaillé sur la dégradation des choses. Donc je vous ai amené 2-3 exemples pour vous montrer effectivement ce que je pouvais faire. Donc ça c'est une série que j'ai fait 94, vous voyez, qui était une mise en image du concept physique d'entropie. Bon, l'entropie, c'est effectivement la mesure de la dégradation. C'est-à-dire, quand vous avez un système quelconque, il va se dégrader, il va perdre de l'information. Vous voyez. Et j'ai essayé donc, graphiquement, vous voyez, d'exprimer ce que pouvait être pour moi l'entropie. Donc il s'agit d'une série de 24 images, vous allez en voir que 3. Hein. Donc vous voyez, mon travail est très très coloré. Alors, j'aime beaucoup aussi travailler par diptyque ou triptyque, comme ça, souvent avec une sorte de prédelle. Donc ce travail sur l'entropie, j'avais choisi comme thème, en fait, de montrer comment l'entropie pouvait intervenir dans une vie de couple. Bon, alors je pourrais tenir des discours très longs là-dessus, il y a eu des écrits d'ailleurs qui ont été faits par d'autres, et on pourra en discuter durant un peu tout à l'heure, parce que je ne peux pas insister plus longtemps. Donc j'ai continué à travailler beaucoup sur cette dégradation des choses, par exemple en récupérant, vous voyez, des supports qui eux-mêmes étaient dégradés. Donc ça c'était une usine qui se trouvait dans la zone du Maresquier à Oustreham, où ils retraitaient les circuits imprimés de toute la France, et je ne sais pas ce qu'ils en faisaient, ils récupéraient les métaux précieux, visiblement, et ils ont fermé il y a quelques années, et ils ont jeté, sur le sol un tas de circuits, le reste est parti en bateau, c'est Breuil, le ferrailleur, qui les a vendus aux Chinois. Et moi j'ai essayé de travailler dessus en imprimant des images de façon à ce que le support lui-même repasse dans l'image ou que l'image reste dans le support, enfin dans les deux sens. Et donc j'ai fait pas mal de séries de 97 à 2005 à partir de ce principe. Et puis j'étais enseignant et j'ai eu la chance de partir en retraite à 60 ans, donc en 2003. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me permette de vraiment m'occuper. Et j'ai décidé de faire des livres. Alors, en général, quand on fait un livre, on va chez on trouve un éditeur qui passe chez un imprimeur. Et moi, je l'ai fait moi-même. Donc, je l'ai fait en sérigraphie. Alors, j'ai toujours aimé travailler avec des gens pendant, par exemple, dans les années 80, 70-80, j'ai travaillé pendant 17 ans avec un photographe, et on a toujours édité nos estampes sous le nom de Pilouvel, c'était vraiment un coup. Et là, depuis 2003, donc, j'essaye de demander à un écrivain
de travailler avec moi, ou à des groupes d'écrivains. Donc vous avez, par exemple, je fais des coffrets, avec le premier coffret qui est sur la table. Là, il y a 12 écrivains qui m'ont chacun illustré mes images. J'ai continué donc à travailler sur cette dégradation des choses avec quelqu'un qui va vous lire son texte de Nebula tout à l'heure, qui est M. Lambert, et nous avons fait un bouquin, vous voyez, qui s'appelle Matière. Donc, je lui ai donné tout un paquet d'images que j'avais pris sur le port de Caen. Alors, il a repris l'œuvre de tous les philosophes présocratiques, et en partant avec des contraintes très oulipiennes, on pourra aussi vous l'expliquer, on a donc travaillé sur des images où la dégradation du temps intervenait. Et comme il n'a bien sûr pas utilisé toutes les images que je lui avais données, je suis en train de faire des contorsions, le reste des images, j'en ai fait toute une série d'estampes, que voilà, donc tu peux les sortir si tu veux, ça va, et que j'ai appelé résidus. Donc je lui avais donné des sortes d'estampes qui sont avec des couleurs très très denses, que l'on n'obtient pas, même en lithographie, je pense qu'on ne peut pas obtenir ça. Et je ne sais plus ce que je vous ai amené encore. Et donc, est arrivé, j'ai exposé cette série Résidus à côté d'Alençon, dans un petit bled qui s'appelle Saint-Rigobert-des-Bois. Et le soir, après le vernissage, j'ai logé chez un copain, enfin, un ami pas de longue date, je le connais depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Claude Leroy. Claude Leroy est un personnage exceptionnel, il a 2 casquettes, il est banaliste. Donc les banalistes, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un groupe de joyeux hurluberlus qui essaye de laisser passer le temps sans intervenir, sans rien faire. Ils ont un congrès de la banalise tous les ans, donc ils ont choisi le lieu idéal pour eux, ils ont choisi le village de Fad. Et donc ils se réunissent à Fad et ils font rien. Ça me convient. Mais ils éditent quand même le cahier de la banalise. Et donc Claude est un banaliste. On ne peut pas s'inscrire comme ça au banaliste. Il faut qu'il y en ait un qui meure pour pouvoir avoir. Et il participe à des choses très sympathiques. Par exemple, Claude a frappé la monnaie des banalistes. Donc leur activité à Fad, il y a un viaduc à Fad, comme le viaduc de Garavi, et ils s'installent dans un hôtel à côté, et leur seule activité c'est d'attendre le train, parce qu'il risque d'avoir des banalistes qui viennent. Donc lui, il mettait des petites pièces jaunes sur les rails pour que le train les écrase, et c'était la monnaie des banalistes. Et il a aussi, j'aime beaucoup ça, participer à la définition alors on connaît le mètre étalon, le kilogramme étalon, donc eux ils ont décidé qu'ils allaient faire le poil étalon. Donc ils ont choisi un poil particulier, je suis bien sûr que vous devez deviner de quel type de poil il s'agit, et dorénavant il existe quelque part, comme le mètre étalon au pavillon de Breteuil à Sèvres, le poil étalon quelque part, je ne sais pas. Bon, il est aussi pataphysicien, vous voyez, donc 2 casquettes, extrêmement sympathique. Et on discutait au petit déjeuner, on était dehors, on discutait, et il me dit bon, tu vas travailler sur quoi maintenant? J'ai dit je suis en train d'essayer de continuer mon travail sur le temps qui se dégrade. Et alors là il me dit mais attends, j'ai une idée, et il est allé me chercher quelque chose de fantastique. Et cet objet, là. Donc j'ai amené la chose, cette boîte en zinc, et j'ai ouvert ça, il m'a dit c'est pour toi. Donc j'ai ouvert ça, alors elle était pleine de boîtes comme ça en carton, je suis embêté avec ce micro, et qui contenait des plaques photographiques. Mais voilà. D'accord? Donc là, et donc les boîtes datent là, de 1910 à mon avis, celle-ci. Donc la caisse était pleine de plaques. Alors le problème c'est qu'elle avait pris l'eau. Donc les plaques étaient plus ou moins dégradées. Donc ça c'est l'état des plaques quand on était aux 2 tiers inférieurs. Et il n'y a pratiquement plus rien. D'accord?
En dessous, il n'y avait plus rien. C'est des plaques de verre, et c'était noyé dans une espèce de poudre noire, c'est-à-dire que tous les sels d'argent, le reste du carton des boîtes, ça faisait une espèce de pâte avec des plaques de verre dedans. Mais plus on montait dans la caisse, il y avait un gradient de détérioration en fait, plus on arrivait à des plaques en surface qui étaient quasiment intactes. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Alors, je pouvais effectivement choisir des plaques, et c'est ce type de plaque qui m'a intéressé. Parce que là, tout est pratiquement dégradé, mais par endroits, on voit encore un peu de l'image originale. Donc, la série que vous avez ici, parce que j'en ai trouvé d'autres après qui me disaient, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et j'ai choisi donc deux catégories de plaques, celle où le personnage était toujours visible. Donc c'est le cas en gros de celle que je vous ai amenée ici. D'accord ? Ou celle où, après c'était du Rorschach, c'est-à-dire celle-là, et c'est la plaque que Alain Lambert a choisie, on peut y voir ce que l'on veut. D'accord ? Et à partir de là, au lieu, j'avais le choix, un photographe va me le reprocher, j'ai détérioré en fait le procédé, c'est-à-dire que j'aurais pu me servir des négatifs sur verre pour retirer ça en positif, j'ai le matériel qu'il faut pour le faire, mais je me suis dit, je vais réintervenir, moi, sur l'image photographique, et en passant ça en sérigraphie, en ressortant 4 niveaux de gris, et j'ai imprimé mes images en 3 gris et un noir. Okay. Donc, c'est tiré comme ça, systématiquement. C'est pas toujours le même gris, vous voyez, il y a des gris plus ou moins jaunes, en fait. Et j'ai fait mes 40 images. Donc, c'est tiré à très peu d'exemplaires, c'est tiré à 5 exemplaires, mais en sérigraphie, le premier exemplaire a toujours des petits décalages, donc j'en tire toujours 6. Alors, quand la première est bonne, je la garde en tant qu'épreuve d'artiste, et donc il en reste 5. Et donc je suis allé chercher tous les amis écrivains que je connaissais. Et au départ, mon projet, c'était de demander à 20 personnes de choisir une des images et de m'écrire un texte sur cette image. Et puis, de bouche en oreille, il y en a qui m'ont demandé. Et je suis arrivé à 32. Plus que ça, en fait, 34. Il y en a 34 qui m'ont choisi une image. Et puis j'aurais dit, au mois d'octobre 2011, je veux que les copies soient rendues, et puis moi je fabrique le bouquin. Et les éditions du Chameau, alors mon premier projet, c'était effectivement de le faire en sérigraphie comme les autres livres. Bon, mais j'ai eu quelques problèmes physiques, et mon entourage m'a interdit de faire ça en sérigraphie, parce qu'il savait bien qu'on avait pour 3 ou 4 000 heures de boulot à faire un truc comme ça. Et donc les éditions du Chameau, chez qui je sors mes autres livres, m'ont dit, enfin François Bourdon, qui dirige les éditions du Chameau, m'a dit, je vais te le sortir en offset. D'accord ? Si bien qu'au lieu de tirer mes livres, comme je le faisais d'habitude à une centaine d'exemplaires, là il a été tiré à 500 exemplaires. Et donc ce livre est sorti avec les textes de gens qui essentiellement avaient soit déjà travaillé avec moi, soit publiés aux éditions du Chameau, ou étaient des copains de longue date qui étaient écrivains. Bon, j'ai gagné, par relation toujours, une très belle préface d'une universitaire spécialiste de la photo, Christine Bunier, qui, si vous regardez le livre, vous expliquera vraiment ce qu'est le travail. On a échangé ensemble, et elle m'a fait quelque chose de très précis. Je suis très content de cette préface. Que je puisse vous dire d'autres là-dessus. Oui, donc j'ai appelé ça Nebula Obscura. Donc pour une raison toute simple, il existe dans l'histoire de la photo une période où on dégradait les photos. Et il y a un photographe surréaliste, enfin après il n'était plus photographe, il a fait de la peinture, qui s'appelle Raoul Hubac, qui a dégradé une photo d'un personnage comme ça, en la chauffant. Et les formes se sont déformées, et le résultat donne une image qui ressemble un peu à ces choses-là, et qu'il a appelé Nebula. Et moi j'ai joué sur le Camera Obscura, bien sûr, et j'ai appelé la série Nebula Obscura. Voilà, c'est en gros. Alors, il faut que je vous explique ça, mais j'ai oublié l'essentiel. Donc, c'est l'histoire de cette caisse. Donc, cette caisse, Claude Leroy,
qui traficote un peu des images, enfin dans des salles des ventes et tout, un jour est tombé sur une vieille américaine qui s'appelle Shelley d'Auvilliers, qui a un château dans le fin fond de l'Orne, et qui lui a dit, ben moi j'ai des images, j'ai des photos. Donc il est allé chez elle, et il y avait donc des caisses de ce type-là. Donc celle-là était abîmée, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas abîmées. Et dedans, il y avait toutes les photos du beau-père de Shelley d'Auvilliers, qui était photographe, en fait, amateur. Mais qui était de son métier, il était acteur au théâtre, il a donc été acteur de théâtre, et il est resté pendant de 1898 à 1920 au théâtre de l'Odéon. C'était un des acteurs de la troupe de l'Odéon. Et en fait, toutes les images que j'ai choisies moi, parce que dans la caisse, il y avait autre chose que ça. Il y avait des paysages, il y avait des portraits de famille. Vous voyez, toutes les images que j'ai choisies sont des images d'acteurs et actrices du théâtre de l'Odéon qu'il a pris en un lieu précis, le foyer du théâtre. Donc vous reconnaîtrez sur les différentes sérigraphies un décor qui est toujours le même. Vous voyez, on voit toujours le même siège, les mêmes miroirs, les mêmes lambris. Vous voyez, et ces camarades, acteurs et actrices, vous voyez, posent toujours dans ce même décor. Donc vous le reconnaîtrez de l'une à l'autre. Donc d'Auvilliers avait un fils qui a récupéré une jeune américaine qui débarquait en France en mai 68. Elle arrivait en mai 68, le jour de la grève générale. Donc il a donc profité de la situation et il l'a épousée. Et tous les deux, ils avaient comme activité, je vous raconte ça parce que bon, c'est toute une histoire en fait tout ça. C'est eux qui faisaient les décors de Jean-Christophe Averty. Ouais. Donc moi j'ai jamais vu Jean-Christophe Averty, j'ai jamais vu la télé, enfin je sais ce que c'est quoi. Et donc il devait faire il y avait des chanteurs je pense qui se produisaient devant des décors, et Shelley et son mari, donc le fils de d'Auvilliers, découpaient des papiers, alors elle m'a donné tout son stock de papiers, c'est une merveille, voyez, découper des papiers le plus mat possible, donc des papiers faits en sérigraphie, voyez, pour faire les incrustations derrière les chanteurs. Donc voilà, en gros, l'histoire de cette caisse. Donc, vous avez le théâtre de l'Odéon, là, pendant 18 ans.